ou c'est une discussion, après vous montez derrière? Comment on fait les choses? Est-ce que vous voulez que je fasse genre 1 minute la réponse? Ou on discute? Ah, on n'a pas de temps, ouais, c'est ça. Vous nous dites vos points de vue, puis... Est-ce que vous pouvez, vous, interagir à la caméra, ou c'est vraiment... Ah non, mais c'est vraiment plus non, mais si pas vous voulez réagir, mais... je sais pas si c'est vraiment débat. Mais c'est ça, non, mais c'est non, c'est plus comme une entrevue. On apprend des questions. Ouais, c'est ça, on apprend des choses, on pose des questions, vous répondez, on vous pose d'autres questions par rapport à ça. Ouais, c'est un peu ça, dans le fond. Vous allez faire un cours après ça aux personnes dans notre classe, parce qu'on va faire un documentaire. Je vais être invité à Montréal. Ouais, exactement, on va vous réinviter. Bon, veux-tu commencer? Donc, on va commencer par des questions un peu plus générales. Donc, quels sont les principaux enjeux pour ces sélections? Alors, les principaux enjeux pour cette élection présidentielle, malheureusement, si je puis dire, c'est le terrorisme et la sécurité. Les questions d'emploi et de croissance sont un peu mises de côté, tout comme les questions d'environnement et de transition écologique, parce que c'est d'actualité en France, c'est malheureux. Les gens se focalisent sur les questions de sécurité, les questions de lutte contre le terrorisme, les questions de laïcité, problématique, c'est pas vraiment une problématique, mais en tout cas les questions vis-à-vis de l'islam et la religion. Et tout ce qui concerne l'emploi, la croissance, le travail, l'environnement, le chômage des jeunes, toutes ces questions qui sont primordiales, malheureusement, les Français ne s'y focalisent peu ou pas assez et demandent d'avoir des solutions sur la lutte contre le terrorisme, pour la sécurité, contre l'islamisation, contre les dangers qui pèsent sur les Français. Est-ce que ça augmente le sentiment patriotique des Français? Ça l'augmente, mais c'est un double jeu, parce qu'on pourrait avoir un bon sentiment patriotique, une forme de nationalisme protecteur. Mais le souci, c'est que ce nationalisme protecteur que portent les Français surligne des thèses assez racistes et xénophobes. C'est-à-dire, voilà, on est nationaliste. C'est pas la même forme tel que je vois le nationalisme en France, comparé aux Américains, aux États-Unis ou peut-être au Canada, c'est que nous, les Français, quand on se dit patriote et nationaliste, on passe tout de suite pour des racistes, pour des xénophobes, des gens qui veulent la France aux Français, le travail pour les Français, les étrangers nous volent notre travail. C'est vraiment les thèses racistes et xénophobes. C'est pas la forme de nationalisme et de patriotisme qu'on peut défendre en disant, voilà, je suis fier de mon pays, je suis fier de mon drapeau, mais j'accepte l'autre. En France, ça va être, il y a du chômage, et ce chômage-là, il n'est pas expliqué par la crise économique, par des situations conjoncturelles ou structurelles, il va être expliqué, d'après ces gens comme ça, par les étrangers, par les problématiques sécuritaires, par les risques terroristes et autres, mais pas du tout par des véritables questions légitimes. Okay. C'est la montée, à mon sens, et on le voit très bien avec la montée du Front National et de Marine Le Pen, c'est la montée de la xénophobie et du racisme. Et c'est malheureux. Ok, c'est ça qui expliquerait la montée des partis de droite comparée à peut-être la descente dessus. C'est malheureux. Après, d'un autre côté, non, parce que si on fait vraiment de la politique politicienne franco-française, quand je regarde les sondages, les résultats qui peuvent tomber dans moins d'un mois au présidentiel, c'est que les deux partis de gauche, donc on a Benoît Hamon, le Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, le Parti de gauche, le Front de gauche, la somme des deux obtient un résultat supérieur à Marine Le Pen. Donc, globalement, on pourrait dire que la France serait de gauche. Le problème, c'est qu'il y a une division au sein de la gauche qui fait qu'on n'aura même aucune chance de passer au second tour. Alors qu'à droite, ils ont Marine Le Pen qui fait 25%, ils ont François Fillon qui fait 19%, qui ne sont pas largement en tête, qui ne sont pas largement devant, mais en tout cas qui, au premier tour, parce qu'il y a une division des voix à gauche, arrivent premier et passeront au second tour. Puis pourquoi il y a tant que ça une division? Est-ce qu'il y a une union des deux, ça serait possible, ou c'est vraiment... malheureusement, c'est une forme de sectarisme et de mépris, et aussi de forte prétention. Je pense que les politiques et les politiques qui sont à la tête des partis, je pense à Jean-Luc Mélenchon par exemple, ont des égos surdimensionnés, se prennent pour des gens très importants, très puissants, très forts, très doués, et s'imaginent être les seuls à être capables de faire monter la France. Et quand on demande à Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, de faire une coalition avec Benoît Hamon mais donc ça a déjà été demandé. Bien sûr, ça a déjà été. Quand on voit concrètement les résultats, les deux réunis, ça fait 30% au premier tour. Donc même parfois plus, selon différents sondages. Parfois on atteint 35% au premier tour. On serait largement devant, qualifié au second tour, et largement en tête. Donc véritablement, on a une chance. Le problème, c'est que quand on leur pose la question, les gens du côté de Jean-Luc Mélenchon, donc du parti de gauche, vont dire que nous, ici au PS, on est trop libéraux.
on n'en fait pas assez pour le peuple, on n'en fait pas assez pour la socialisation, on n'en fait pas assez pour la nationalisation. Et de la même manière, même si on dit concrètement, mais au-delà de ça, si on fait une coalition de la grande gauche française, bah, il dira non parce que je pense être le seul à pouvoir sauver les choses. Et je ne veux pas être légué à la seconde place. Si on fait une coalition, ce sera Benoît Hamon qui prendra la tête de cette coalition, et pas Jean-Luc Mélenchon. Bah, Jean-Luc Mélenchon, il dit bah non, moi je veux rester devant, je veux rester le leader. C'est une posture facile aussi de critiquer. C'est très facile de critiquer. Être assis sur son fauteuil, ne pas diriger le pays et passer son temps à critiquer. Ça, c'est très facile. Au bout d'un moment, quand on veut prendre des responsabilités et changer les choses, il faut prendre le pouvoir. Et là, c'est compliqué. Okay. Et lui, il veut pas. Lui, il veut pas. Il veut rester à sa place dans la posture critique. Mais ça serait pas aussi peut-être comme une contradiction s'il se joignait à Benoît Hamon, parce que je pense qu'il y a comme beaucoup, c'est ça comme vous avez dit, il y a beaucoup critiqué tout le temps cette politique-là. Le quinquennat de François Hollande, en grande partie, était basé sur la politique aujourd'hui défendue par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron qui aujourd'hui représente l'extrême centre, le centre politique, qui est beaucoup comparé à Trudeau, par exemple, au Canada. L'essentiel de la politique de François Hollande pendant 5 ans, en tout cas pendant 3 ans, a été celle d'aujourd'hui prônée par Emmanuel Macron. Donc là où la gauche extrême critique la vision du PS, c'est de dire qu'en gros le PS représente François Hollande, qui représente Emmanuel Macron. Donc ils ont peur, je pense au parti de gauche Mélenchon, ils ont peur qu'en s'associant au PS, nous aujourd'hui au PS, si on reprend le pouvoir, on refasse une politique social-libérale. Après on pourra rentrer dans les détails, mais la politique social-libérale de François Hollande a apporté des résultats. Elle a été favorable à l'économie du pays, elle a résorbé le chômage, elle a relancé la croissance, elle a résorbé la dette, elle a été positive. Donc, et c'est juste parce qu'ils voient le terme libéral, et chez les cocos, chez les communistes, le libéralisme c'est une insulte. Alors que concrètement, quand on regarde le bilan du quinquennat de François Hollande aujourd'hui en 2017, les résultats ont été bénéfiques. Donc voilà, c'est vraiment une question idéologique et limite sémantique. Mélenchon ne veut pas s'associer à un parti politique qui a fait une politique sociale libérale pendant 5 ans. C'est juste ça. Okay. Vous avez parlé du chômage un peu, puis on se demandait, est-ce que, vous en avez parlé un peu au début, là, mais dans le fond, est-ce que le chômage est assez pris au sérieux? Je parle des candidats là, dans leur promesse électorale. De toute façon, ils sont obligés, même si, je répétais, dans les débats qu'on a pu avoir, c'est surtout des questions sécuritaires qui sont mises en avant, mais ils sont obligés de mettre en avant le chômage, parce qu'aujourd'hui, en France, on a 10% de chômeurs en France. Donc c'est quand même assez élevé comparé à l'Allemagne qui en a 6, à l'Angleterre qui en a 4, et aux États-Unis qui sont à 4 aussi. Donc c'est quand même un sujet important aux yeux des Français. Dans la façon dont c'est mis en place, dont c'est abordé, là on diffère politiquement et économiquement. Et là justement c'était les questions auxquelles vous voulez que je réponde par rapport au chômage. C'est que globalement, mais j'imagine que vous avez déjà eu à voir des choses là-dessus, on a ce qu'on appelle un chômage conjoncturel et un chômage structurel. Le chômage conjoncturel, c'est faiblesse de la demande, pas assez de consommation, pas assez de confiance. Donc si pas de consommation, pas de production. Si pas de production, pas d'emploi. Ça c'est facile. Voilà, je ne consomme pas ce bien. Donc si personne ne consomme, personne n'achète. Personne n'achète, personne ne produit. Si personne ne produit, bah, j'ai pas besoin de travailleurs. Donc je licencie. Chômage conjoncturel. Il y a le chômage structurel qui lui est dû à une faiblesse de la production, un changement de secteur de production. Par exemple, nous, on avait des gens qualifiés dans le domaine des mines, de l'informatique ou de n'importe quel secteur économique particulier, et il s'avère que l'économie a évolué vers d'autres secteurs, et donc on n'a plus besoin de ces gens-là. Donc on les met au chômage, mais ils ne sont pas qualifiés pour faire autre chose. Donc ils ne sont pas au chômage parce qu'il n'y a pas assez de demande, ils sont au chômage parce qu'ils n'ont pas les qualifications pour travailler ailleurs. C'est un chômage structurel. Selon les différents partis politiques, je vais prendre les 5, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y en a beaucoup de candidats en France. Et en gros, il y en a 5 importants. Il y a l'extrême droite, la droite, le centre, la gauche et l'extrême gauche. Si je prends les 5 grands partis politiques, l'extrême droite, le Front National et Marine Le Pen, et l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, eux considèrent que le chômage est conjoncturel. Eux disent, voilà, il y a une faiblesse de la demande, il faut augmenter les salaires pour relancer la consommation. Si on relance la consommation, on relancera la production, donc on relancera l'emploi. C'est un chômage conjoncturel. Si on prend concrètement les données aujourd'hui, je prends concrètement les données, voilà, j'ai un esprit rationnel, je prends les données, je constate que la France achète plus de biens à l'étranger qu'elle n'en produit. La balance commerciale est déficitaire, c'est-à-dire que concrètement, elle achète des biens, mais elle en achète plus à l'étranger. Ça veut dire que si aujourd'hui je donne plus d'argent aux Français, le Front National dit voilà, c'est une prime de pouvoir d'achat de 300 € par mois aux individus,
Et Mélenchon dit je veux augmenter le SMIC à 1 800 € brut, alors qu'il est à 1 500 aujourd'hui. Je veux augmenter dans les deux cas 300 € le salaire. Voilà, ils vont consommer plus. Sauf qu'aujourd'hui, sans cette consommation en plus, les gens achètent déjà plus à l'étranger. Donc la production française, elle est déjà à son pic, à son summum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire plus en France parce que les gens achètent à l'étranger. Si je donne 300 € en plus, je vais acheter un portable chinois, je vais acheter une moto allemande, je vais acheter des matières premières africaines, mais je ne vais pas acheter franco-français. Donc l'emploi français ne sera pas soutenu dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a différentes études macroéconomiques qui sortent et qui mettent en avant le fait qu'aujourd'hui, le chômage en France est essentiellement structurel. Entre 70 et 90% du chômage serait structurel. La conjoncture liée à une mauvaise consommation, une mauvaise demande, elle n'est pas avérée, puisque malgré tout, on achète, et on achète surtout à l'étranger. Donc c'est surtout lié à la conjoncture économique, à un problème d'offre. Les entreprises ne sont pas capables de faire face à la production, ont des capacités de production trop faibles, ne peuvent pas produire suffisamment, donc les Français sont obligés d'acheter à l'étranger. Comme ils achètent à l'étranger, on ne peut pas embaucher des gens en France. Donc ce qu'il faut, c'est booster les investissements, booster l'effort de production pour soutenir et lutter contre le chômage structurel. Donc c'est pour ça, quand je reprends les 5 partis politiques, d'un côté, on a François Fillon à droite qui lui va dire c'est aussi un chômage structurel, et lui, il mise sur l'entreprise. Il va dire en gros, aujourd'hui l'entrepreneur n'a pas confiance au marché, n'a pas confiance à l'économie, donc n'embauche pas, parce qu'il va se dire si moi j'embauche quelqu'un mais demain il y a une crise économique, je ne pourrais pas le licencier. Parce qu'en France, c'est très rigide le marché du travail. Si je signe un contrat de travail, si je signe un CDD ou un CDI, pour virer la personne, il faut que je prouve que je dois la virer. Je ne peux pas la virer comme ça. Je ne vais pas dire ah mince, demain, j'ai pas assez de clients, j'ai pas besoin de toi, donc dégage. En France, quand on a signé un contrat de travail, il est acté, il dure tant, et je ne peux pas le virer. Et de la même manière, si je signe un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, il n'y a nulle part écrit la date de la fin du contrat. Donc si je veux me débarrasser de cette personne, je dois lui verser des indemnités. Je dois lui verser de l'argent. Donc c'est très compliqué. Alors, si je me mets à la place d'un entrepreneur, il va se dire en gros, moi, j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai peur de l'avenir, et comme j'ai peur de l'avenir, eh ben, je ne peux pas virer quelqu'un comme ça facilement. Je n'embauche pas la personne. Donc je crée le chômage. Donc François Fillon et Emmanuel Macron aussi, ces deux, ils disent en gros, nous, ce qu'on veut, c'est libéraliser, flexibiliser le marché du travail pour soutenir les patrons, c'est une politique de l'offre. Je soutiens les patrons pour qu'ils soient incités à embaucher. Et donc là, c'est structurel, c'est la structure économique du pays qui n'est pas favorable à l'embauche. Là, c'est Fillon et Macron, c'est la flexibilisation de l'économie, la libéralisation. Et on a enfin Benoît Hamon qui, lui, c'est pour ça que le débat est assez compliqué, et on a du mal, nous à se le faire, parce que, autre point politique, c'est que nous, on a Solferino, le PS, mais il y a aussi le QG de campagne de Benoît Hamon. Et les deux sont dissociés. Nous, on réfléchit sur le programme du PS, et Benoît Hamon, candidat présidentiel, réfléchit dans son QG de campagne. Et on n'a pas souvent des connexions. Et parfois, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que j'ai venir à Benoît Hamon, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est une bonne idée. En gros, Benoît Hamon, il a une autre perspective. Il va au-delà du chômage conjoncturel, chômage structurel, il considère que lui, il pose sa grande phrase, c'est la raréfaction du travail. Il considère que dans les années à venir, le travail va disparaître. En gros, aujourd'hui, à travers les gains de productivité, à travers la robotisation,